Allez, nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre argent. Aujourd'hui, votre invité, Emmanuel Rollin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur général pour la France d'Iberdrola Renouvelable. Iberdrola, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe espagnol qui est mondial, qui est coté en bourse et qui est le premier producteur mondial d'énergie éolienne. Vous êtes vraiment le plus grand producteur d'énergie verte en Europe, j'ai envie de dire devant notre Total national. Tout à fait. Alors nous sommes une entreprise très ancienne qui a 170 ans d'existence. Le nom Iberdrola apparaît en 92. C'est la réunion de deux entreprises espagnoles. Et effectivement, nous sommes le leader mondial de l'éolien. Nous sommes le premier investisseur dans les énergies renouvelables au monde. Et nous sommes le premier producteur d'énergie renouvelable en Europe. Parce que vous le dites souvent, vous avez initié votre transition énergétique il y a de cela 20 ans. C'est du storytelling ou c'est vrai de vrai ça? Tout a commencé il y a 20 ans? Alors c'est vrai de vrai, il y a 20 ans, il y a même plus de 20 ans, si vous vous souvenez, il y a eu le protocole de Kyoto, donc qui a été signé en 97, mais il est rentré, vraiment il a été appliqué à partir de 2005. Mais Iberdrola a anticipé dès ces signaux qui ont été envoyés par rapport au réchauffement climatique et vraiment au besoin de décarboner notre énergie, puisque c'est notre domaine, l'énergie et en particulier l'électricité. Nous avons anticipé cela et ça va bien au-delà des mots, c'est avec des faits dont je peux vous parler. Donc il n'y a aucune production aujourd'hui d'électricité chez Iberdrola qui est à base de pétrole, de charbon, tout est 100% vert. Tout n'est pas 100% vert, mais effectivement, il n'y a plus de charbon. Vous avez fermé votre dernière centrale, je crois que c'était en 2019, à charbon. Oui, tout à fait, au Royaume-Uni. Donc il n'y a plus de charbon, il n'y a plus de pétrole et les 2 tiers de notre production sont verts aujourd'hui. Nous avons déjà des pays qui sont entièrement verts en termes de production. Lesquels? Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Grèce. Donc photovoltaïque, solaire, de l'éolien, du solaire, surtout de l'éolien. Surtout de l'éolien. Surtout de l'éolien, oui, tout à fait. Éolien en mer, terrestre? Alors, éolien en mer, ça, vous avez raison d'en parler parce que c'est vraiment le futur et nous avons déjà franchi cette marche puisque nous avons actuellement 3 parcs en exploitation en Europe et avec 1,3 gigawatts de capacité installée. C'est à peu près la puissance d'un réacteur nucléaire pour vous donner une idée. Et d'ici 2025, nous aurons encore triplé, excusez-moi, cette capacité puisque nous allons installer 2,6 gigawatts, en particulier en France, le parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc, mais également aux États-Unis et en Allemagne. Sur Saint-Brieuc, il n'y a pas du plomb dans l'aile, là, on voit dans l'actualité, ce projet-là, il est freiné en tout cas aujourd'hui par les pêcheurs? Alors, il n'est ni freiné et il n'a pas du tout du plomb dans l'aile. Effectivement, il y a de fortes tensions avec les pêcheurs sur la zone. Il faut dire qu'il y a un très fort enjeu sur la pêche dans la baie de Saint-Brieuc. Il y a 300 bateaux de pêche qui pêchent la coquille Saint-Jacques. Il y a aussi la pression du Brexit, des accords avec les îles anglo-normandes. Et donc, les pêcheurs sont assez nerveux. Et voilà, les discussions avec eux sont compliquées. En revanche, le chantier avance. Le parc est en cours d'installation. Il sera donc opérationnel quand? 2023, fin 2023. Donc il y aura plus d'éoliens offshore. Il y a plus d'avenir pour vous en Europe, notamment pour l'éolien offshore que l'éolien terrestre? Mais quand on voit aussi, d'ailleurs, on est en bientôt en campagne présidentielle en France, mais on voit aussi au niveau des acteurs locaux une forme de rejet, en tout cas, des éoliennes, des champs d'éoliennes. Il n'y a pas plus d'avenir, encore une fois, pour ces éoliennes en mer, offshore? Alors, si on voit au niveau... Pour ne pas braquer les populations? Non, si on voit au niveau mondial pour Iberdrola, aujourd'hui, en termes de capacité installée, nous avons 55 gigawatts. Dans ces 55 gigawatts, il y a 35 gigawatts de renouvelables. Donc ça, c'est la photo en 2021. Le reste étant entre les 35 et les 55? Des centrales à gaz, par exemple. Après. Tout à fait. Et donc en 2025, donc aujourd'hui nous avons 33 gigawatts de renouvelables. En 2025, nous aurons 60 gigawatts. En 2030, nous aurons 100 gigawatts. Donc on va multiplier par 3 notre capacité installée renouvelable d'ici 10 ans. Et donc dans ces 35 dans ces 100 gigawatts en 2030, il y aura 12 gigawatts d'éolien en mer.
Ce qui veut dire que les autres énergies, l'éolien terrestre et le solaire, ont beaucoup d'avenir. En France, c'est une énergie qui est contestée, mais on voit quand même qu'il y a une part très importante qui est donnée. C'est franco-français ou on trouve ça à peu près partout dans le monde? Le débat est particulièrement compliqué en France et particulièrement politisé. Et là, les mois qui viennent, avec les élections présidentielles, voilà, il y aura un débat qui est déjà très vif. Mais voilà, les énergies renouvelables, c'est une évidence. Le changement climatique nous incite tous, en tant que citoyens, à supporter le développement des énergies décarbonées. Et une des très bonnes solutions dans les énergies décarbonées, ce sont les énergies renouvelables. Ça coûte cher ou ça coûte pas cher? Parce que quand on n'y connaît rien, on se dit, mais de l'électricité à base de vent ou de soleil, ça ne doit pas coûter très cher. Quand il y en a, évidemment, du vent et du soleil. Effectivement, aujourd'hui, les derniers appels d'offres qui sortent en éolien terrestre sont à peu près au prix du marché. Et en solaire... Au prix du marché, c'est-à-dire prix du marché de l'électricité, donc le prix au mégawattheure. Voilà, on tourne dans les 70 € le mégawattheure en éolien terrestre. En éolien en mer, éolien offshore, le dernier appel d'offres, le prix de l'électricité était à 44 € du mégawattheure, donc nettement en dessous du prix du marché. Mais au-dessus du nucléaire, qui coûte moins cher. Ce n'est pas le sujet du jour, mais le nucléaire coûte moins cher. Alors, c'est important votre remarque, parce que le débat politique, aujourd'hui, on tente de l'emmener vers le nucléaire contre le renouvelable, ou le renouvelable contre le nucléaire. Il n'y a pas d'opposition entre ces deux moyens de production. Les deux moyens de production vont coexister dans le mix énergétique français dans le futur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle cette intermittence, cette permittence des énergies renouvelables. Quand il y a pas, on l'a vu cet été, quand il n'y a pas eu beaucoup de vent manifestement en Europe, ou qu'il n'y a pas assez d'ensoleillement. Au moment où on a besoin d'un pic de consommation, il faut qu'il y ait un backup, il faut qu'il y ait une énergie qui prenne le relais. Ça peut être du gaz, il faut qu'on parle du gaz, ou ça peut être du nucléaire. D'où l'idée que le mix doit être un mélange des deux, entre le renouvelable et le nucléaire, et ou le gaz. Alors, il y a... je pense qu'il faut faire appel aux experts, là. Et les experts, c'est RTE. Donc RTE, Réseau de transport d'électricité. En permanence, ils gèrent l'offre et la demande d'électricité sur le réseau. Et ils disent que, malgré ce que vous dites, l'intermittence, mais si on ne prend que la France, par exemple, c'est très rare qu'il n'y ait pas de vent au nord et au sud en même temps. C'est très rare qu'il n'y ait pas de soleil au nord et au sud en même temps. Normalement, il y a toujours du vent ou du soleil quelque part. Et RTE dit qu'il sait très bien gérer ce que vous appelez cette On pourrait gérer une électricité 100% renouvelable, sans backup, encore une fois, d'énergie fossile ou de nucléaire, uniquement avec de l'éolien et du solaire? Alors, RTE a des... Écoutez ce que dit RTE. Oui, non, mais RTE, il travaille sur plusieurs scénarios, dont un scénario 100% renouvelable. Mais je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne va pas arriver à ça. Et j'en reviens au nucléaire. Ouais. J'en reviens au nucléaire et je voudrais faire sur le nucléaire deux remarques. Donc, la première, ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'opposition entre ces deux énergies. Les énergies renouvelables et le secteur des énergies renouvelables n'est pas du tout en guerre contre le nucléaire. Ces deux énergies vont cohabiter. Ça, c'est un message très fort. Le deuxième message très fort, tout à l'heure, vous me parliez du prix du nucléaire. Le prix du nucléaire en France est complètement artificiel. Enfin, le prix de notre électricité aujourd'hui, parce qu'il vient de centrales qui ont été construites il y a très longtemps. Ouais. Ces centrales, petit à petit, vont arriver en fin de vie et on va construire de nouvelles centrales. Et les dernières estimations du prix du mégawattheure sur l'EPR, on parle plus de 120 € le mégawattheure. Ouais. Quand un projet comme le projet éolien en mer de Dunkerque est à 44 € le mégawattheure. Ce qui donne une compétitivité forte, pour le coup, aux énergies renouvelables. Mais je répète, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Les deux existent. Vous faites du gaz aussi chez Iberdrola. Oui. Donc vous n'êtes pas 100% vert, puisqu'il y a du gaz. Alors, le gaz... C'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Non, non, tout à fait. Alors, le gaz fait partie de la solution. On parle de transition énergétique. Parce que le gaz, ça pollue moins que le charbon et ça pollue moins que le charbon et le pétrole. Et donnons un chiffre très simple. Avec le mix énergétique d'Iberdrola aujourd'hui, donc les moyens de production que nous avons, dont 2 tiers sont renouvelables, l'empreinte carbone d'Iberdrola, donc la quantité de CO2 par kilowattheure produit, est 4 fois inférieure à nos concurrents. D'accord, donc vous êtes plus vert que les autres, mais vous n'êtes pas encore totalement 100% vert. C'est ça le message. Nous ne sommes pas complètement verts au niveau mondial. Nous sommes complètement verts dans des pays tels que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne. Combien vous mettez en milliards, Emmanuel Rolin, chaque année? Vous êtes le premier investisseur au niveau mondial dans les énergies renouvelables. Ça correspond à combien en milliards?
Alors, nous avons un plan d'investissement... Parce que j'ai vu la France, j'ai vu que c'était, j'ai les chiffres, 4 ou 5 milliards, oui 4 milliards entre 2021 et 2025. Entre 2020 et 2024, oui. Donc 4 milliards sur 4 ans. En France sur 4 ans. Une grosse partie de cet investissement, c'est le projet éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc, avec 2,4 milliards. Mais au niveau mondial, nous avons un plan d'investissement pour 2025 de 75 milliards, qui sera poussé à 150 milliards d'ici 2030. Ce qui fait de vous vraiment le premier investisseur mondial. Tout à fait, puisqu'une grosse partie de ces investissements iront dans des assets qui seront verts. Vous visez la neutralité carbone d'ici 2030, ça veut dire qu'il n'y aura plus de gaz à ce moment-là? Le mix d'Iberdrola, le mix énergétique d'Iberdrola sera neutre en carbone. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de gaz. Énormément, il y aura encore un petit peu de gaz, mais nous allons énormément développer le renouvelable. Et compenser. Vous allez compenser après pour la partie gaz. Oui, tout à fait. Mais je répète, le gaz pollue nettement moins que le pétrole ou le charbon. Petite question, la France est un marché, il faut le rappeler, on l'a compris au travers du projet de Saint-Brieuc, et c'est un marché prioritaire pour le groupe. Oui. Oui, tout à fait. La France, on le voit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a une forte volonté de la France de développer les énergies renouvelables et de développer l'électricité verte. L'électricité verte, c'est vraiment notre métier. Un petit mot sur les green bonds que vous avez émis, je crois que c'est en début d'année. Pourquoi? Pour quel montant et pour quel usage? Pour l'usage, on se dit que c'est pour Saint-Brieuc. Oui, Saint-Brieuc, alors pour ces green bonds, oui, tout à fait. Nous, en tant qu'opérateur privé, nous sommes le premier émetteur de green bonds sur le marché. Et effectivement, donc, il y a un green bond qui a été lancé sur le marché il y a peu pour 2 milliards d'euros. Et en fait, la demande a été 5 fois supérieure. Et donc, l'objectif de ce green bond de 2 milliards, c'est le financement d'une part du parc de Saint-Brieuc, le parc éolien en mer de Saint-Brieuc, et également d'un parc éolien en mer en Allemagne. Et donc, le financement, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut financer l'achat des turbines, des fondations, des câbles, l'ensemble des composants du parc éolien, et ensuite financer son installation. Mais ça se concrétise. Comment? Ça se concrétise avec des emplois. Donc, le parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc, c'est 1500 emplois développés en France. C'est l'événement qui a déclenché la construction de l'usine Siemens Gamesa dans le port du Havre, où seront fabriquées les éoliennes. C'est le projet qui a déclenché le premier investissement industriel sur le polder du bord de Brest, dans lequel la région Bretagne a investi justement pour accueillir. Donc ça fait ruisseler d'autres investissements et des emplois de manière directe et indirecte. D'autres investissements et des emplois. Aujourd'hui en France, c'est presque un miracle, nous avons une éolienne en mer installée. Et nous avons 2 usines, celle de General Electric et celle de Siemens Gamesa, qui vont produire des éoliennes en mer. C'est-à-dire que nous avons un tiers de la capacité de production d'éoliennes en mer qui est en France, alors qu'il y a une seule éolienne en mer installée. Bon, c'est de bonne augure. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Emmanuel Rollin, le directeur général pour la France d'Iberdrola Renouvelable. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut ou pas en avoir en portefeuille sous forme d'action, sous forme d'obligation de l'Iberdrola? On voit ça maintenant. Et oui, c'est l'œil du gérant avec vous, Nicolas Coulour. Bonjour. Bonjour David. Gérant crédit ISR chez Ophi. On peut le jouer Iberdrola, parce que c'est coté en bourse, soit en action, soit en obligation. La perf sur 5 ans est très bonne, plus 90% en action, moins 15 sur un an. Vous avez fait le pari de le jouer sous forme obligataire. Pourquoi? Tout à fait. Alors, mon métier est de financer les sociétés, de leur prêter de l'argent, donc pas de financer en action. Et quand on prête de l'argent côté obligataire, c'est un petit peu moins volatile, effectivement, que côté action. D'où les moins 15% qu'on peut éviter en étant sur les obligations. En contrepartie, effectivement, on aura un rendement qui sera forcément moindre que ce qu'on peut avoir sur les actions. Et juste avant de parler de ces green bonds pour financer le parc de Saint-Brieuc qu'on a évoqué largement avec Emmanuel Rollin, le patron d'Iberdrola Renouvelable pour la France, pourquoi financer ce type d'entreprise dans un fonds, encore une fois, crédit? Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'Union européenne et de l'objectif neutre carbone d'ici 2050. Alors, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a à peu près 7 à 8%, si on compte le transport, d'investissement par an pendant 30 ans à faire au niveau de l'Union européenne. Ça représente grosso modo 1 000 milliards d'euros. Il faut être bien clair que ce ne sera pas de l'argent public qui financera ça. Et si on veut atteindre les objectifs de l'Union européenne, il faut absolument que l'épargne privée soit mobilisée.
Alors dans ce cadre-là, nous, on a des directives européennes qui s'imposent au fonds que nous gérons. Et Iberdrola est clairement un candidat idéal pour un fonds qui travaille sur la transition énergétique. Candidat idéal parce que engagé depuis très longtemps, avec une feuille de route validée SBT, avec un mix énergétique. Donc ce sont des objectifs climatiques qui sont validés par des scientifiques. Ouais. En tant que gérant, on n'est pas scientifique et du coup, c'est très bien de pouvoir s'appuyer sur des organismes externes. Pour revenir sur Iberdrola, du coup, le mix énergétique est déjà bien positionné. On en a parlé juste avant avec 60% d'énergie renouvelable. Et puis, le dernier point, c'est que c'est un acteur qui est engagé et qui s'engage pour l'avenir avec encore 75 milliards d'euros d'investissement pour les prochaines années, ce qui est énorme. Vous auriez pu y aller sous forme d'obligations classiques. Pourquoi ce format Green Bonds? Ça a été pour vous un critère déterminant? Alors, le format Green Bond, il apporte beaucoup de transparence pour l'investisseur, aussi bien pour nos clients que pour nous-mêmes, puisque ce qui est emprunté en format Green Bond, il y a un reporting dessus, c'est vérifié. Donc ça permet vraiment de ne pas avoir... Qu'est-ce qui est vérifié? L'allocation de l'argent levé. Et ça, c'est très important. Cependant, je rajouterais juste, il faut faire très attention à l'émetteur qu'on finance en Green Bond. C'est-à-dire qu'il peut arriver dans l'histoire d'avoir des émetteurs qui financent certains projets en Green Bond, qui sont des projets qui vont vraiment vers la transition, donc c'est très très bien. Cependant, ces émetteurs, c'est que ces émetteurs-là peuvent aussi, à côté, continuer à financer du pétrole ou du charbon. Et ça, pour vous, c'est niet. Et ça, pour moi, c'est niet, et il faut vraiment éviter les controverses. Et c'est pourquoi, encore une fois, Iberdrola, dans ce cadre-là, est le candidat idéal pour un fonds. Ils ont fermé la dernière centrale à charbon, il nous l'a dit en 2019. Exactement. En termes de rendement, c'est le titre de l'émission, ça vaut le coup ou pas? Alors, si on va sur l'obligation la plus risquée, entre guillemets, c'est-à-dire une obligation subordonnée, donc une obligation qui, en cas de défaut, n'est pas remboursée de manière prioritaire. Voilà. La prise de risque, elle est là, en fait. Voilà, la prise de risque subordonné. Alors, obligataire, mais subordonné. Exactement. Et donc là, on est sur du 2% à peu près sur un horizon de 10 ans. Par an. Donc ça peut paraître peu, parce qu'en absolu, cependant, quand on connaît le niveau des taux d'intérêt en zone euro, 2% par an, 2% par an, c'est pas négligeable. Après, ça apporte de la volatilité. Et ce qui est pas mal avec Iberdrola, qu'est-ce qui apporte de la volatilité? Le fait d'être en format subordonné. Un peu plus de volatilité. Voilà, exactement. Et par contre, ce qui est bien avec Iberdrola, c'est qu'Iberdrola se finance aussi bien sur du court terme que sur du long terme, que sur du subordonné ou du senior. Ce qui veut dire qu'un gérant comme moi peut être investi sur Iberdrola, quel que soit le contexte de marché. Bon, voilà, merci en tout cas, merci Nicolas Coulon. Avec plaisir. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama.